bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, que tu vois ma tête dans une suggestion de vidéo, que tu aimes le contenu que je te fournis, que tu veux m'encourager parce que c'est ça qui me donne la force, l'énergie de continuer, je t'invite déjà à t'abonner, à liker ma vidéo, à la partager et surtout activer la cloche des notifications, la petite cloche qui est juste en dessous du bouton s'abonner pour que chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu es tout de suite avisé de mon nouveau contenu. Et si tu es ancien ou que tu es ancienne sur ma chaîne, merci de continuer à regarder ce que je fais, à m'encourager, c'est vous qui faites la force de ma chaîne. Donc aujourd'hui, je veux qu'on revienne sur un sujet beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste. Au Canada. Je pense que le sujet que je vais aborder, ça touche vraiment le Canada entier. Ça va concerner toute la catégorie des travailleurs. Que tu sois étudiant et que tu as un travail étudiant, que tu sois au Canada en tant que résident permanent, tu travailles, que tu sois au Canada en tant que travailleur temporaire, tu travailles. Ce sujet s'adresse à toi comme tu peux le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des normes du travail, quels sont les droits que tu as en tant que salarié, quelles sont les obligations, les choses contre lesquelles tu peux te protéger face à un employeur, et etc. On va parler des licenciements ou licenciements abusifs, etc., etc. Donc, en tant que personne qui travaille au Canada, comment je peux te dire? Je vais te parler aujourd'hui des normes, de la santé et de la sécurité du travail. On va commencer par parler des conditions du travail. Déjà, les conditions du travail. Ce qu'il faut que tu saches, si tu travailles grosso modo dans toute la province du Québec, je pense même aussi en fait que ça s'applique partout, hein. Je ne sais pas si c'est seulement le Québec, la charte de la langue française. La charte de la langue française reconnaît aux travailleurs, à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses le droit d'exercer leur activité en français. Donc, si tu arrives quelque part et qu'on t'exige juste de parler en une seule langue qui serait l'anglais, c'est déjà pas correct qu'un employeur fasse ça parce que justement la charte de la langue française reconnaît le droit à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses d'exercer son travail et ses activités en français. Tous les employeurs du Québec, donc ça c'est vraiment la province du Québec, n'allez pas dire que j'ai parlé comme ça pour l'Ontario, n'allez pas dire que j'ai parlé comme ça pour toutes les autres provinces. C'est vraiment dans la province du Québec. Tous les employeurs du Québec sont tenus de respecter ce droit fondamental. Donc, peu importe l'employeur qui t'engage dans le Québec, si c'est qui t'exige seulement de travailler en anglais, ce n'est pas normal. Entre autres, dans les offres d'emploi et les communications avec le personnel, on utilise la langue française pour justement communiquer. Aucun employeur n'a le droit d'exercer des représailles à l'endroit d'une personne qui exige le respect de son droit de travailler en français. Donc, un employeur ne peut pas te renvoyer au Québec sous le prétexte que tu as refusé de travailler, que tu as spécifié que tu veux seulement travailler en français. Je ne sais pas si tu comprends qu'est-ce que je suis en train de dire. La personne salariée maintenant qui se croit victime d'un licenciement ou d'une rétrogradation peut, lorsqu'elle n'est pas régie par une convention collective, c'est-à-dire les syndicats et tout ça, exercer un recours devant le tribunal administratif du travail au moyen d'une plainte. C'est là que le bureau des normes du travail rentre en jeu. Ici au Canada, les normes du travail, c'est un peu comme le tribunal administratif, par exemple. Quand un employé estime qu'il est victime de, comment je peux dire, wonderful, les mots sont en train de me manquer, de représailles en fait de la part de son employeur. Tu peux te lever comme ça, tu estimes que ton employeur t'a licencié abusivement, que tu es victime de harcèlement au travail, que tu es victime de tout ce qui concerne le travail et que tu es déjà mal à l'aise dans ta façon de faire ton travail, tu peux déposer une plainte aux normes du travail. Cette plainte-là se fait essentiellement en ligne. Donc, la personne salariée qui est régie par une convention collective, donc les syndicats et tout ça, a le droit de soumettre elle-même son grief à l'arbitrage. Donc, ceux qui ne travaillent pas selon les conventions collectives ou les syndicats, tu poses normalement ta plainte au tribunal administratif du travail. Loi maintenant sur les normes du travail. La loi sur les normes du travail protège la majorité des personnes salariées du Québec.
Bon, là, ils sont en train de spécifier au Québec. Je pense que peut-être les normes du travail, ça s'applique seulement au Québec. Je ne veux pas dire des choses fausses là, mais je pense que la façon que je comprends, c'est que c'est seulement spécifié au Québec. Donc, certains sont toutefois exclus partiellement ou totalement de l'application de cette loi. Par exemple, tous ceux qui sont travailleurs autonomes, là, dont les personnes qui travaillent à leur propre compte, genre, mettons, qui est considéré comme un travailleur autonome, un entrepreneur, par exemple, c'est toi ton propre patron, ça ne vous concerne pas. Donc, les lois sur la loi du travail parce que tu es ton propre patron, en fait. Je vois très mal quelqu'un se porter plainte, en fait, à lui-même. Donc, les travailleurs autonomes et les employeurs des forces et les employés des forces armées canadiennes. Donc, on a à calculer que tous ceux qui sont dans l'armée, là, si tu estimes, là, que ton supérieur hiérarchique est en train de te faire le hop-high, tant pis pour toi, tu peux pas aller aux normes du travail, ça ne te concerne pas. Donc, voilà. Maintenant, tous ceux qui sont sous convention collective, entente collective, les conventions collectives, les lettres d'entente et les sentences arbitrales liées au règlement de différends ou de grève sont des documents publics qui peuvent être consultés par tout citoyen. Bon, ça ne nous concerne pas. Maintenant, ce que je voulais parler. Toujours concernant le travail, on va parler des horaires de travail et la présence au travail. Selon le document que je suis en train de lire de la CNESST, qui est la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, une personne salariée a le droit à une période de repas d'au moins 30 minutes à la suite d'un bloc de 5 heures consécutives travaillées. C'est-à-dire que si jamais tu travailles et que tu es déclaré, n'accepte pas que ton employeur te dise que tu as droit seulement à 15 minutes de pause après avoir travaillé déjà 7 heures d'affilée. Là, on est en train de te tourmer au sens propre du terme. Ce n'est pas normal. Après 5 heures consécutives de travail, tu as droit à une pause de 30 minutes. C'est bon à savoir quand il y a des gens qui font des heures supplémentaires. Là. Si par exemple, tu travailles normalement un chiffre de 7 heures dans la journée, tu as ta pause de 30 minutes. Après, je pense que tu as 2 fois 15 minutes, 2 petites pauses. Maintenant, si c'est que tu as des petits chiffres de 3 heures, 4 heures, techniquement, tu n'as pas droit à la pause. Bon, il y a certains employeurs qui t'accommodent en fonction de comment vous vous entendez et tout ça. Tu peux avoir une petite pause de 15 minutes. Mais généralement, quand tu travailles en deçà de 5 heures consécutives, tu n'as pas de pause. À partir du moment où tu as 5 heures consécutives de travail, tu as déjà droit à ton 30 minutes de pause. Et voilà. Quant aux pauses, l'employeur peut choisir d'en accorder ou non à ses employés. Maintenant, je ne sais pas, il y a certains qui font travailler des gens dans des conditions vraiment drastiques. C'est vraiment, voilà. Et généralement, ceux qui travaillent au noir, là, vous vous faites avoir parce que là, tu ne peux pas aller te plaindre parce que déjà, quand tu travailles au noir, tu n'es pas déclaré, ton employeur ne te verse pas les cotisations. Bref, du coup, il peut te faire tout et n'importe quoi, tu vois. Tu vas aller te plaindre chez qui, en fait? Une personne salariée a droit à une période de repos hebdomadaire d'au minimum 32 heures consécutives. Des particularités s'appliquent aux travailleurs agricoles. Donc, tous ceux qui sont dans le travail agricole ou qui pensaient vouloir travailler dans les champs, machin, tout ça, parce que c'est aussi des choses qui se font. Généralement, c'est beaucoup les immigrés latinos qui viennent travailler dans les champs ici. Bon, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est ça. À certaines conditions, une personne salariée a le droit de refuser de travailler au-delà d'un certain nombre d'heures par jour et par semaine. Parce qu'il y a des compagnies où, par exemple, quand on voit que tu ne sais pas dire non, on te donne une charge de travail. Je voyais souvent la compagnie où mon mari travaille, genre, qui faisait souvent ça. On va te demander de faire des heures supplémentaires qui ne sont pas payées parce qu'il y a certains employeurs qui te font ça. Ils te donnent des heures supplémentaires et ces heures supplémentaires ne sont pas payées. Déjà, c'est pas normal parce que par heure supplémentaire que tu fais, tu dois être payé. Tout travail mérite un salaire. Donc, il y a des compagnies qui font ça, qui ne payent pas les heures supplémentaires ou il y a des compagnies qui te font travailler plus d'heures que la normale et tu n'as pas le nombre comment je peux dire, de repos hebdomadaire qui va avec. Donc, c'est très important qu'en tant qu'employé, que tu sois informé, tu sois au courant que tu peux aller te renseigner pour savoir comment ça se passe dans le marché du travail au Québec. Donc, c'est vraiment, tu tapes les normes du travail, tu vas trouver plein d'informations. Je vais essayer de laisser le lien, enfin pas que je vais essayer, je vais laisser le lien dans la barre d'infos. Une personne salariée est réputée au travail et doit être payée quand elle est sur les lieux du travail et qu'elle doit attendre à la demande de son employeur qu'on lui donne du travail.
Après ça, les travailleurs agricoles. Des normes particulières s'appliquent aux travailleurs agricoles en ce qui concerne les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, le salaire des cueilleurs de fraises, ça c'est beaucoup pendant l'été, ou de framboises, et le droit de refuser de travailler. Je ne vais pas rentrer dedans, à moins que quelqu'un ici vienne me dire de parler de ça plus en profondeur la prochaine fois. Je vais survoler. Ceux qui travaillent dans la construction, donc tout ce qui est construction, les bâtiments, un peu comme chez nous on appelle les maçons, communément chez nous en Afrique. Tous ceux qui travaillent dans la construction au Québec bénéficient des avantages sociaux tels que les régimes d'assurance et de retraite, des congés annuels obligatoires et des jours fériés et chômés. Les travailleurs domestiques, ça c'est toute personne qui occupe un emploi à titre de domestique bénéficie de la même protection que la plupart des autres salariés visés par la loi sur les normes du travail. Cette personne qui est salariée et est employée par un individu a pour fonction principale, bien sûr, d'effectuer les travaux ménagers dans le logement de la personne qui l'emploie. La personne qui occupe un emploi de domestique est assujetti à la semaine de 40 heures. Donc, tout domestique travaille 40 heures par semaine et tout temps travaillé en excédent doit lui être payé ou, à sa demande, lui être compensé par un congé. Donc, si vous venez être domestique ici, il ne faut pas que les employeurs vous entubent. Genre, tu as tes 40 heures par semaine et tout temps supplémentaire que tu fais, il doit te payer, à moins que vous avez décidé de convertir ces heures supplémentaires-là en jours de congé. Ça, c'est à votre discrétion, toi et ton employeur. Les gardiens des personnes. Le gardien ou la gardienne de personnes, ou babysitter souvent, ou de personnes âgées, bénéficient de la même protection que la plupart des autres salariés visés par la loi sur les normes du travail. C'est-à-dire que c'est toi qui fais le travail d'assumer la garde ou de prendre soin d'un enfant, d'une personne malade, d'une personne handicapée ou d'une personne âgée dans le logement de cette personne. Et donc, en tant que tel, tu as droit à 40 heures par semaine de travail et ton salaire n'est pas majoré pour les heures travaillées en excédent. Donc, n'allez pas maintenant dire que, oh, parce que j'ai gardé tes enfants en temps supplémentaire ou telle personne handicapée, autant j'ai droit à, comment je peux dire, ton salaire n'est pas majoré, en fait. Il faut que tu le saches de prime abord. Les travailleurs de certains secteurs de l'industrie du vêtement, bon, je vais passer ça, à moins qu'il y ait quelqu'un ici qui va venir me dire que c'est un secteur qui va m'intéresser, je veux savoir, je reviendrai en détail là-dessus, mais je passe. Maintenant, on va passer au salaire et à la paye. Les payes et la retenue. Toute personne salariée devrait recevoir son salaire à une fréquence régulière, ainsi qu'un bulletin de paye. Donc, normalement, tout travail déclaré au Canada, tu as droit à un salaire et tu as un bulletin de paye. On appelle ça ici comment on appelle ça? Ton pay slip. Donc, relevé de paye. Voilà, c'est ça. Qui te permet de vérifier le calcul, en fait, de ton salaire et de toutes les déductions qui sont faites par le gouvernement. Parce que dans ton salaire, tu as des retenues. Le gouvernement fédéral en retire quelque chose. Le gouvernement provincial retire quelque chose. Tu as la RQAP qui t'est retirée aussi dessus. Bref, il y a certaines déductions. Tu vois ton salaire brut. Ensuite, tu vois ton salaire net après déduction. Donc, cotisation au régime des rentes du Québec. Donc, c'est aussi retenu dans ton salaire. Ça veut dire que le régime des rentes, c'est pour tout ce qui concerne ta retraite plus tard. Donc, le régime des rentes du Québec est un régime d'assurance publique obligatoire pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus dont le revenu annuel dépasse 3 500 $. C'est-à-dire que au Québec, à partir du moment où tu travailles et que ton revenu annuel, par exemple, est de plus que 3 500 $ l'année, il y a ce qu'on appelle les cotisations au régime des rentes du Québec. Donc ça, on te retire automatiquement ça dans ta paye. Les cotisations des travailleurs salariés sont retirées, sont prélevées directement sur leur paye par Revenu Québec. Donc, c'est même pas que c'est ton employeur qui fait ça, c'est Revenu Québec qui fait ça directement. Donc, tu ne peux pas, en fait, t'y soustraire. Il faut que ce soit clair. Tu dois le savoir. Équité salariale pour les travailleuses, ça concerne les femmes. Dans la même entreprise, les personnes qui occupent un emploi féminin doivent recevoir un salaire égal à celui que reçoivent les personnes qui occupent un emploi masculin équivalent, c'est-à-dire de même valeur. La valeur des emplois est déterminée en leur attribuant un pointage en fonction de leurs caractéristiques. L'employeur d'une entreprise qui compte en moyenne 10 personnes salariées ou plus doit réaliser un exercice d'équité salariale, évaluer le maintien de l'équité salariale dans l'entreprise,
tous les 5 ans et procéder à l'affichage des résultats. Ils veulent en gros dire qu'on essaye de faire qu'il n'y ait pas de disparité entre le salaire d'une femme et d'un homme s'ils font le même emploi dans l'entreprise. Bon, je ne suis pas partout pour vérifier que c'est le cas. Je ne suis pas non plus avec mes collègues masculins pour vérifier qu'ils touchent le même salaire que moi si on fait le même travail. Je ne sais pas. Je veux croire que ce qu'ils disent, c'est ce qui est, que c'est ce qui est appliqué. Même comme il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Mésentente liée au salaire. Une personne salariée peut porter plainte contre son employeur si elle estime que celui-ci ne lui a pas versé toutes les sommes qui lui sont dues. Si tu estimes que ton employeur est en train de jouer à Lucky Luke et les Dalton avec toi au niveau de ton salaire, tu peux porter plainte aux normes du travail. Tu as le droit. C'est ton droit le plus fondamental, qu'il fasse jour ou nuit, au jour. Voilà. Il ne faut pas qu'ils viennent vous faire les choses bizarres. Aux autres comportements, nini, ce n'est pas normal. Un salarié de la construction qui croit qu'il n'a pas reçu les sommes auxquelles il a droit peut déposer une plainte pour perte de salaire à la Commission de la construction du Québec. Ça, c'est pour ceux qui font dans la construction. Pour tous les autres, c'est les normes du travail. Dans certains cas, principalement en cas d'insolvabilité de l'employeur, la perte de salaire peut être indemnisée par le Fonds d'indemnisation des salariés de l'industrie de la construction physique. Ça, c'est toujours la construction. Pour tous les autres, normes du travail. Je ne vais pas parler du REER aujourd'hui, je ne vais pas parler du salaire minimum. Les personnes salariées au pourboire, parce que ce que tu dois savoir, c'est que tous ceux qui travaillent dans l'industrie de la restauration, ce qui est serveur et serveuse, ne sont pas payés le salaire minimum qui prévaut dans le Québec. Ils sont payés moins que le salaire minimum qui est de 12 $ ou 11,25 $. Donc, et ils ont des pourboires, en fait, à côté. Et leurs pourboires, je pense que leurs pourboires ne leur sont pas imposés, donc ils ne payent pas d'impôt dessus. Donc, une personne salariée qui reçoit habituellement un pourboire et qui travaille, par exemple, dans un restaurant, un hôtel ou un bar, a droit au salaire minimum prévu pour les employés salariés au pourboire. Donc, comme je dis, tous ceux qui travaillent dans cette industrie-là n'ont pas le salaire minimum des autres. Ils ont le salaire minimum de ceux qui travaillent au pourboire. Le pourboire appartient entièrement à la personne salariée qui a rendu le service. Mais il est possible de s'entendre sur une convention de partage et pourboire entre les collègues. Certains restaurants comme Subway ou McDo font ça, ou Tim Hortons, généralement, ils ont une caisse où les gens déposent le pourboire et à la fin de la journée, vous divisez le pourboire en parts égales. Par contre, dans les restaurants ou dans les bars, le pourboire, c'est que c'est la serveuse ou le serveur qui t'a rendu le service. Tu laisses un pourboire, ce pourboire-là lui appartient à lui. Encore qu'il y a des restaurants aussi qui décident qu'ils font le pourboire collectif. Donc, peu importe que c'est Mylène qui a servi les clients qui laissent le pourboire, on se partage le pourboire, on divise en nombre de serveurs qu'on est. J'espère que c'est clair comment je suis en train de l'expliquer. Cette vidéo sera un peu longue parce que je parle quand même des choses techniques à savoir. Un employeur maintenant qui oblige des personnes salariées au pourboire à porter des vêtements particuliers doit fournir l'uniforme, en fait, je veux dire gratuitement, à celles qui sont payées au salaire minimum, qui se calcule sur le salaire augmenté des pourboires déclarés. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que, en plus, si tu travailles au pourboire, que ton employeur maintenant t'exige une tenue et que tu payes encore l'uniforme. Parce qu'il y a des employeurs qui te font payer l'uniforme. Je pense qu'au McDo, on te fait payer l'uniforme. Je pense qu'au Tim Hortons aussi, tu payes l'uniforme, parce que j'ai eu une cousine qui travaille au Tim Hortons. Bon, encore que les Tim Hortons, c'est des franchisés. Hein. Chaque franchisé peut décider de faire ce qu'il fait. C'est pas parce que McDo du quartier, s'il paye l'uniforme, que les autres est obligé de payer l'uniforme. Enfin, c'est comme ça, c'est des choses à savoir au départ. Il est obligatoire de déclarer ses pourboires à son employeur à la fin de chaque période de paye. Je parle pour ceux qui sont dans le salaire au pourboire. Les pourboires doivent être inclus dans la déclaration de revenus annuelle en utilisant le formulaire registre et déclaration des pourboires. Ah, ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi aujourd'hui. Les heures supplémentaires. Pour vous qui travaillez et qui faites les heures supplémentaires, la semaine normale de travail des personnes salariées est de 40 heures, sauf pour certaines personnes salariées. Les heures travaillées en plus des heures de la semaine normale de 40 heures doivent être payées avec une majoration de 50%, taux et demi. Donc, c'est taux et demi.
du salaire horaire habituel. Les primes établies sur une base horaire comme les primes de nuit ne sont toutefois pas majorées. Parce qu'il y a des gens, quand je travaillais chez BMO, il y avait des gens qui travaillaient la nuit et ils avaient ce qu'on appelle la prime de nuit qui était dans ton salaire. Donc ceux qui travaillaient le jour n'étaient pas payés la même somme que ceux qui travaillaient la nuit. Ceux qui travaillaient la nuit avaient un peu plus parce que tu travailles la nuit, tu finis à 23h, tu rentres chez toi, tu arrives chez toi, il est 1h du matin par exemple. Il y a les primes de nuit. Beaucoup d'employés qui travaillent la nuit ont les primes de nuit. Donc si ton mari travaille la nuit, il te dit que, gars, maman, le salaire est fort sur lui, il te ment. Il a la prime de nuit, donc il y a un surplus dans son salaire. Faut checker ça, maman, tu entends, non? Ne dites pas que je te dis au jour. Ok. Les heures de travail de certains travailleurs sont payées selon leur salaire horaire, même après 40 heures de travail. C'est le cas, par exemple, pour les travailleurs agricoles et les travailleurs affectés à la mise en conserve, à l'empaquetage, à la congélation des fruits et légumes pendant la période des récoltes. Un employeur peut, à certaines conditions, étaler les heures de travail de ses salariés sur plusieurs semaines si la moyenne des heures de travail est équivalente à la norme prévue dans la loi. L'employeur ne sera alors pas tenu de payer les heures supplémentaires à taux majoré sur une base hebdomadaire. Congé et absence, est-ce qu'on va parler de ça? Je ne sais pas. Tant qu'à faire, je vais la faire, hein, parce que j'ai dit que la vidéo va être un peu longue. Je suis vraiment déjà désolée de base. Mais c'est très technique et ça, vous avez besoin de le savoir. Congé et absence, futurs et nouveaux parents. Les personnes salariées qui sont de futurs ou de nouveaux parents ont droit à différents congés avec ou sans salaire avant et après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Et là, c'est le RQAP qui s'occupe de ça. Donc, congé maternité, paternité, parentalité. Même pour ceux qui adoptent, vous avez droit à des congés. Donc, une personne salariée peut, sous certaines conditions, s'absenter du travail si elle doit prendre soin de son enfant ou de celui de son conjoint, d'un parent ou d'une personne pour laquelle elle agit à titre de proche aidant. Et généralement, elle a droit à un certain nombre de jours de congés payés ou non par son employeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous laisser les liens. Pour ceux qui sont parents, c'est RQAP, allez voir là-bas. Et pour le reste, je vais mettre les autres liens. Les vacances. Une personne salariée a généralement droit à des vacances annuelles payées. Le nombre de jours de vacances est établi en fonction de la période de service continu de la personne salariée. Pour ce qui est du montant de l'indemnité, il varie selon le salaire gagné pendant l'année de référence en vigueur dans l'entreprise. Au Québec, jour de vacances, il y a la fête nationale du 24 juin qui est la fête du Québec. C'est férié, chômé, mais c'est payé. Si c'est que vous travaillez quelque part, ce jour-là, vous êtes payé, même comme c'est férié, chômé. Une personne salariée a généralement droit à ce jour de congé-là et une indemnité pour le 24 juin, c'est ce que je suis en train de dire, à l'occasion de la fête nationale du Québec, car il s'agit d'un jour férié et chômé, comme je disais. Si le 24 juin tombe un dimanche et que la personne salariée ne travaille pas habituellement le dimanche, le 25 juin devient le jour chômé et payé pour lui. Au jour. Donc, si c'est que tu vois que le 24, tu n'as pas reçu de prime parce que, par exemple, c'est tombé un dimanche et que tu ne vois pas ça nulle part, ton employeur est en train de te fourrer. Normalement, le jour qui suit, c'est ton jour férié et chômé et tu as droit à ton indemnité. Décès ou funérailles, une personne salariée a généralement droit à des jours de congé avec ou sans salaire lors du décès ou des funérailles d'un proche. Mariage ou union civile, une personne salariée a généralement droit à un congé payé le jour de son mariage ou de son union civile. Elle peut également s'absenter un jour sans salaire pour le mariage ou l'union civile d'un proche parent. Maladie, accident, acte criminel, don d'organes ou de tissus. Une personne salariée a généralement le droit de s'absenter en cas de maladie ou d'accident, ça c'est clair et net, après avoir été victime de violences conjugales ou sexuelle ou d'un acte criminel. Je répète, toute personne salariée qui a été victime de violences conjugales, sexuelles ou d'un acte criminel a droit de s'absenter du travail. Et toute personne qui va faire un don d'organes ou de tissus a le droit de s'absenter du travail. L'employeur peut demander un document d'attestation pour justifier la durée de l'absence ou la fréquence des absences. Jour férié au pluriel. Une personne salariée a généralement droit à un congé et à une indemnité lors des jours fériés. Si la personne salariée est obligée de travailler lors d'un jour férié ou si elle est en vacances, elle a droit à une indemnité ou à un congé compensatoire au choix de l'employeur. Donc, si ton employeur refuse de te payer le jour
tes vacances, refuse de te payer un jour férié qui t'a fait travailler, tu peux porter plainte parce qu'il est en train de te fourrer. Victime d'actes criminels. Une personne salariée peut s'absenter sans salaire pour une durée maximale de 104 semaines si elle ou son enfant subit des blessures graves à la suite d'un acte criminel, son conjoint ou son enfant majeur décède à la suite d'un acte criminel. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai une deuxième partie pour ce qui concerne la santé, la sécurité du travail. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez d'autres questions par rapport à cette vidéo-ci. On va d'abord finir de mettre tout ça au clair avant que je fasse la deuxième partie sur ce qui concernera la santé et la sécurité du travail. Si cette vidéo, tu l'as trouvée intéressante, comme je le répète, elle était vraiment longue parce qu'elle est vraiment technique. Je donne des détails que c'est vraiment important de savoir en tant que travailleur, futur travailleur. Laisse-moi savoir, partage, like, laisse-moi un pouce bleu. Bisous!